chers collègues du Conseil présidentiel, Monsieur le Premier ministre, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toutes origines, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain. En 1825, le baron de Mâcon est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Oction-la-Vie, Gravémont et Franco Medina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fit enfermer le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Mâcon jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs héritage d'aujourd'hui, les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'aura donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Charles X, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Mâcon, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Charles X arrivait en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables d'un colon. Il avait surtout avec lui une solide canonnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité scélérate de la matrice de contraintes au développement de cette économie de plantation.
jadis florissante bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un cran d'arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif haïtianisme ou haïtianité devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des hymnes tels « Les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté ». De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. L'accord sur l'indemnité a été obtenu sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 128 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blancpain dans ce livre qualifie d'argument diplomatique convaincant. Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses recelant une volonté délibérée de dépecer cet État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement abjuguée le 3 novembre 1825. Le consortium Lafitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs, émise bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette » dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exsangue devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Ces ponctions sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constitué des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital ici en Haïti. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence
et surtout provoquer l'échec manifeste de pareilles démarches. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations et par voie de conséquence, sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites et monétisées au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappées des injonctions de l'ordonnance de Chaldis et phagocytées par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant pavillon français. Il fallait le répéter. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace de pauvreté incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria, simplement une illusion. Haïti ne devait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore, avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée. Le rapport Macron nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs niveaux, nous interpelle, aujourd'hui, à plusieurs niveaux, la nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres. Merci.